Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition des JT sur Esaü TV, dont voici le sommaire. Le mouvement populaire de libération MPL a annoncé vendredi dernier son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Le parti dirigé par Espérance Tébé évoque un manque de cohésion et de consensus à l'approche des élections générales de 2026. Plus de détails dans ce journal. Lors de sa traditionnelle rencontre avec les professionnels des médias, le porte-parole adjoint du gouvernement Wilfrid Léon Mougbedi a expliqué les raisons qui justifient le maintien en poste du ministre d'État en charge des finances et de l'économie, Romuald Wardani, après sa désignation comme candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. La commune de Niki a vibré depuis ce week-end au rythme des manifestations officielles de l'édition 2025 de la grande fête identitaire la plus populaire de la partie septentrionale du Bénin, la Gani. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques personnalités ayant pris part aux manifestations officielles. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir à nouveau. Le mouvement populaire de libération MPL a annoncé son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Dans une correspondance adressée au coordonnateur du cadre de concertation, le président du MPL, Espérance Tébé, a notifié la décision prise à l'issue d'une réunion extraordinaire de son parti. Il y a annoncé non seulement le retrait du MPL de la plateforme, mais aussi sa démission du poste de deuxième coordonnateur adjoint. Selon le MPL, les objectifs assignés à cette structure commune n'ont pas été atteints en dépit des forces consenties. Le parti regrette que les idéaux d'unité et de concertation censés préparer l'opposition aux joutes électorales de 2026 se soient réduits à de simples déclarations sans suite concrète. De plus, il dénonce des démarches isolées menées par certaines formations membres jugées contraires à l'esprit de rassemblement initial. Le week-end écoulé, la majorité présidentielle au Bénin a franchi une étape décisive dans la course à l'élection présidentielle de 2026. Romuald Wardani, actuel ministre d'État chargé des Finances et de la Coopération, a été officiellement désigné comme candidat du camp de Patrice Talon pour le scrutin du 12 avril prochain. Clément Adeoti Adéchian, analyste et chroniqueur politique, promoteur du groupe Esaü, lors de son passage sur l'émission politique Info Hebdo de Esaü TV ce week-end, n'a pas occulté de donner également ses impressions sur cette actualité qui suscite même réaction au sein de l'opinion publique et celle de la classe politique. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire au micro de Esaü TV. Disons quand même, il y a 12 mois déjà en arrière, on était capable de dire que le jeu se jouerait entre Romuald Wardani et le président Diogbenou. C'était clair. Soit c'était le président Diogbenou, soit c'était Wardani. Le chef de l'État qui a été très clair, qui a été formel, qui a insisté pour le dire, que les traditions démocratiques qu'il a héritées au Bénin, dont il a hérité de la continuité au Bénin, ont toujours laissé cette trace-là que aucun président du Bénin, depuis 1990, ne fait plus de mandats conditionnels. Et il a juré par tous les saints qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. Les incrédules et peut-être pour d'autres raisons politiques non avouées, très cachées, n'ont pas voulu croire qu'il partirait. Alors, mais il a toujours dit. Alors, si un président Talon, comme vous avez vu, il a pu faire les choses, il n'a pas exercé le pouvoir comme on doit pouvoir le faire de main de velours, il a fait de main de fer. Autrement dit, il a essayé de mettre les moyens qu'il faut à sa disposition pour baliser le terrain, de sorte que ces réformes passent, de sorte que des enjeux majeurs sur lesquels il doit s'attarder
pour construire le Bénin, il puisse le faire sans anégroche. Et pour le faire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous comprenez qu'il n'a pas rigolé du tout avec les partis politiques qui existaient avant. Il n'a pas rigolé du tout avec l'opposition. D'ailleurs, il ne rigole même pas souvent quand il est très sérieux. Alors, il a essayé de faire les choses comme il peut le faire pour construire le Bénin, comme on peut l'avoir remarqué quand même après 9 ans, que le Bénin a changé de physionomie. Alors, le Bénin, sur le plan infrastructural, sur le plan macroéconomique, peut quand même tutoyer au niveau de l'Afrique un certain nombre de pays qu'on citait, j'ai dit, sans parler du Bénin. Mais sur le plan social, sur le plan de la gouvernance politique, évidemment, on reproche beaucoup de choses au président Talon. Alors vous imaginez dans un contexte pareil, qu'il veuille laisser le pouvoir et passer des vacances tranquilles s'il ne surveille pas sérieusement celui à qui il doit passer la main. Mais il avait dit qu'il ne veut de personne pour surveiller ses arrières. Ben, il en a besoin. Il faisait de langue si. de bois. Non, il en a besoin, il en a besoin. Il ne veut pas quand même essayer de construire le Bénin pendant 10 ans et se retrouver dans son repos à pleurer pour le Bénin qu'il a construit. Il se retrouver dans son repos à se dire, mais ce n'est pas mon Bénin que j'ai construit. Alors, j'ai fait tout ça pour ça. Il ne va pas se retrouver à dire, j'ai fait tout ça pour ça. Avoir quelqu'un qui va déconstruire. Il faut quand même qu'il se retrouve pour dire, oui, j'ai construit le Bénin. Et dans le cheminement de ce que j'ai mis en place, il y a quelqu'un, j'ai passé la main à quelqu'un qui marche entre mes pas. Alors, cela ne voudra pas dire que de toutes les manières, que le ministre Romuald Wardani n'a pas une personnalité incarnée. Certainement, on en viendra là au niveau du débat. Il n'a pas une personnalité à lui. Restons toujours avec Clément Adeoti Adesina, analyste et chroniqueur politique qui, lors de son intervention, n'a pas manqué d'évoquer les enjeux de ce choix face aux réalités du système partisan. Qui se plaint? Qui doit se plaindre? Nous avons suivi le ministre d'État. Il n'y en a pas eu nous avons suivi le ministre d'État, qui l'a dit à haute et intelligible voix que le BR a désigné son candidat en la personne du ministre d'État, Romuald Wardani. Et on l'a reçu tapis déroulant. Nous avons suivi le président Joseph Diabonou, également dans un communiqué très élitiste et sans arrière-pensée, qui laisse croire, qui laisse dire que le choix porté sur le ministre d'État, Romuald Wardani, est un choix politique, voulu par les partis politiques, surtout l'UPR, porté par l'UPR. Alors, si le BR se revendique avoir porté son choix sur le ministre d'État, Romuald Wardani, et que l'UPR également enfonce la même trompette, alors c'est qui les plaignants? Mais l'analyse politique, lorsque vous observez de très près, lorsqu'on a regardé par le passé Joseph Diabonou, dont le nom circulait ça et là, on l'a vu un peu actif sur le terrain, au niveau du bloc républicain, il y a quand même eu des noms qui ont circulé. Le ministre Adambia a été même sanctionné pour avoir intenté pour dire vrai, si je me mettais en une journée dans la peau du président Talon, dans une journée, enfin, et qu'en une journée, on me demandait de choisir un candidat pour me succéder, je ne prendrais ni de l'UPR, ni du BR. Parce que si il lui arrivait, par exemple, de choisir un candidat de l'UPR, comme il pouvait le faire, par exemple, je me mets dans sa peau, en fait. Je réfléchis. Il y a de très bons candidats. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ce choix serait dévolu au président Diabonou. Alors, s'il le faisait, il faut quand même que l'autre grand parti politique de la mouvance, le BR, puisse se retrouver à travers ce candidat de l'UPR. Le débat autour de la candidature de Romuald Wardani à la présidentielle de 2026 continue d'animer la scène politique nationale après la sortie du parti Les Démocrates qui exige la démission du ministre de l'Économie, des Finances et de la Coopération, désigné candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 12 avril prochain. Le porte-parole adjoint du gouvernement Wilfrid Léon Ngoubedi, lors d'une rencontre avec la presse le vendredi 5 septembre 2025 à la salle Fleuve Jeune du ministère des Affaires étrangères, a apporté des précisions des propos recueillis par nos confrères de Canal 3 Bénin. Il y avait plusieurs profils intéressants, mais après discussion et arbitrage des partis soutenant la majorité présidentielle, celui du ministre d'État, Romuald Wardani, est apparu comme le plus à même, dans les conditions actuelles, dans les circonstances qui sont celles que nous avons actuellement, la plus à même
de nous garantir la victoire. Une victoire sans bavure, une victoire, je dirais même, aisée face à qui pourrait être présenté demain comme challenger. Nous sommes par ailleurs confortés par le fait que, même dans le rang des opposants et des personnalités qui généralement ne soutiennent pas le gouvernement, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour apprécier et adouber cette candidature. Donc c'est une dynamique favorable. Le temps viendra pour lui de se mettre en congé du gouvernement. Nous avons démontré largement, depuis un peu plus de 9 ans maintenant, que nous avons fait les choses avec élégance, avec rigueur. Mais l'opposition devrait aussi savoir que nous sommes au mois de septembre, n'est-ce pas? À la veille d'une prochaine session parlementaire, laquelle session parlementaire est dédiée notamment au vote du budget général de l'État. C'est pour ça qu'on l'appelle la session budgétaire. Or, à pareil moment, les équipes du ministère de l'économie et des finances sont à fond dans la préparation et la finalisation du projet de budget général de l'État pour l'année N+1, donc pour 2026. Après cela, il faudra transmettre le dit projet à l'Assemblée nationale, soutenir les discussions en commission, puis en plénière pour le vote du budget général de l'État, afin que le gouvernement qui sera en place dispose des moyens pour exécuter sa politique. Donc, soyez rassurés qu'en temps et en heure, le ministre Romuald Wardani saura se mettre en congé des activités gouvernementales et que l'opposition peut être rassurée. Et j'ai lu par ailleurs que les inquiétudes par rapport à la délivrance du quitus fiscal que l'opposition voudrait voir se faire de façon, je dirais, totalement libre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste que tous les demandeurs de quitus fiscal fassent en sorte de présenter des dossiers propres à l'administration fiscale. M. Wardani n'a pas le pouvoir d'empêcher l'administration fiscale de délivrer le quitus à quelqu'un qui remplit les conditions. Donc, je crois que tout le monde devrait être rassuré. Invité d'Africa Radio le 4 septembre dernier, Victor Tokpano, professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi et ancien ministre de la Justice, a réagi à la nomination de l'actuel ministre de l'Économie et des Finances comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection du 12 avril prochain. Selon lui, cette désignation, portée par les principaux partis de la majorité, il s'agit du bloc républicain de l'Union progressiste Le Renouveau, était largement attendu. Souvent ensemble un extrait de ses propos. Je pense que c'était un processus attendu. Le nom du ministre Wardani apparaissait dans les shortlists depuis bientôt 2 ans, d'ailleurs, qui a frappé en tout cas aussi bien le public national qu'international par sa compétence en matière de gestion et de conduite des réformes économiques du président de la République. Et donc, depuis quelque temps, son nom, en plus de quelques 2 autres noms, apparaissait régulièrement. Et ce n'est pas surprenant que dans ce shortlist-là, ce soit lui qui a été finalement... Quels étaient les 2 autres noms? On disait régulièrement le président du parti UPR, donc le professeur Joseph Diokbenou, et le nom du maire actuel de Cotonou, le maire Luc Atropo, revenait régulièrement. Donc, je pense que il a bénéficié aussi, entre autres, de sa présence dans le gouvernement, de sa compétence et de son travail quotidien. Le nom du candidat donc, devait être annoncé en octobre, mais finalement, vous dites qu'il y avait des indices il y a 2 ans, mais finalement, est-ce qu'on n'avait pas la réponse sous nos yeux il y a 6 mois, au moment où Romuald Wardani s'est retiré de la course à la présidence de la BAD, donc la Banque africaine de développement? Cela aussi pouvait être un indicateur, mais je pense que le combat de la BAD était beaucoup plus difficile parce que les concurrents, sans compter les réalités géostratégiques d'un Nigérien qui sortait, qui se serait fait remplacer immédiatement par un Béninois, je pense que ça faisait partie de la complexité du débat de l'autre côté. Et puis, il est clair que si le président savait avec certitude à ce moment-là
qu'il serait son premier choix, effectivement, il avait de bonnes raisons de l'en empêcher. Romuald Wadani a été présenté comme l'incarnation du renouveau générationnel par son parti. Donc c'est un profil jeune, il a 49 ans si mes souvenirs sont bons. Mais est-ce que c'est vraiment, on peut vraiment parler d'un renouveau? Est-ce qu'il ne va pas défendre exactement les mêmes idées que Patrice Talon? De toute façon, il est clair que son choix participe également du désir de ce que nous appelons ici la poursuite de la dynamique. Donc, il est clair qu'il ne vient pas pour une alternative révolutionnaire. Il vient parce que tout ce qui a été fait avec lui, sous la houlette du président sortant depuis bientôt 10 ans, est apprécié et tout le monde a envie que cela se poursuive. Quelles sont les préoccupations des Béninois aujourd'hui? L'opposition, en apprenant sa nomination, lui a reproché d'avoir entrepris très peu de mesures sociales. Il rassure du côté des marchés financiers, etc. Est-ce qu'il pourra répondre aux préoccupations des Béninois? Je pense que la critique de l'opposition est légitime et surtout démocratique. Je ne connais pas une seule opposition au monde qui soit faite pour soutenir l'action du gouvernement. Et donc, effectivement, trouver l'angle de critique qui serait plus de social et moins de social, je pense que même de ce point de vue-là, c'est discutable parce que des actions sociales, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Peut-être que l'on n'en parle pas assez. Et donc, effectivement, après, il revient au peuple d'être réceptif ou de ne pas l'être à ce type de discours. Donc, je ne sais pas dire avec exactitude, enfin, je ne pense même pas que la critique soit fondée. Sa nomination, donc je le disais, a été saluée. Des observateurs pointent que l'élection 2026 pourrait être une guerre par procuration entre Boni Yayi et Patrice Talon. Est-ce que vous souscrivez à cette lecture? Oui, bien sûr, simplement parce que l'ancien président Boni Yayi n'a pas cessé la politique. Il est même le président exécutif, pas président d'honneur, mais président exécutif du principal parti de l'opposition. Les démocrates. Et il se trouve que les démocrates, et il se trouve que le président sortant est quand même le leader charismatique de sa majorité actuelle. Et forcément, faire la lecture de Yayi contre Talon me semble tout simplement logique. Mais bon, avec rien de méchant. Est-ce qu'avoir un profil d'économiste, homme d'affaires, appartenir au monde de la finance, c'est finalement une plus-value pour devenir président? Je dis ça parce que Patrice Talon, donc, est un homme d'affaires. Boni Yayi vient du monde de l'économie et de la finance. Nicéphore Soglo a avant tout eu une carrière politique, mais il a poursuivi des études en économie. Et puis là, on a Romuald Wadani, donc ministre de l'économie et des finances, et qui a eu aussi un parcours qui vient du monde de la finance. Oui, vous savez très bien que l'origine de cette présence des économistes dans la vie politique date simplement de 1990. On avait conclu très rapidement en 1990 que les politiques ayant géré nos États de 1960 à 1990 ont échoué. Effectivement, ils ont eu plus d'une trentaine d'années pour faire leurs preuves et ça n'a pas été vraiment ce que l'on espérait. Et donc, au début des années 90, c'est notamment sous l'impulsion de la Banque mondiale et du FMI qui imposaient un peu partout les programmes d'ajustement structurel, s'est rapidement imposé un profil pour mettre en application ces programmes d'ajustement structurel. C'est ainsi qu'on a été chercher beaucoup d'économistes dans les institutions financières, dans les pays francophones, notamment au sein de la BCAO, Banque mondiale et FMI, dans les pays anglophones, au sein de leur banque centrale, ainsi que des institutions internationales auxquelles ils appartenaient. Et donc, effectivement, depuis cette période-là, il y en a un certain nombre dans le champ politique, continuer de parler de ces gens-là comme des économistes, contraire à la politique, je pense que c'est un abus de langage. Ils sont tous devenus des politiques. Dès l'instant où vous occupez, c'est ce que je pense, dès l'instant où vous occupez une fonction politique que vous exercez 24 heures, vous devenez un acteur politique. Même si votre origine vous classe dans la catégorie, dès l'instant où vous gérez le pouvoir politique, vous devenez politique. Et donc, je pense qu'il y a eu cette reconversion qui a été faite. Et de toute façon, ce n'est pas une surprise, même dans les pays occidentaux, oui, dans les pays démocratiquement avancés. On a beaucoup d'économistes, on a beaucoup de juristes, on a beaucoup d'intellectuels qui ont des compétences avérées et qui occupent des fonctions politiques.
Suivons à présent l'analyse politique Agapit Napoléon Mafrican qui commente cette actualité relative à la désignation de l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wardani, candidat de la mouvance présidentielle pour les élections présidentielles du 12 avril 2026. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que j'estimais, en tant qu'analyste, mais en tant que politique aussi, que d'une manière ou d'une autre, si ce n'était pas Wardani, ce serait Diogbenu. Et si ce n'était pas Diogbenu, ce serait un autre proche du chef de l'État, soit un ministre avec qui il a travaillé, soit un politique qui accompagne le travail qu'il fait. Donc, le Romuald Wardani se positionnait en très 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 bonne place au regard du rôle important que joue le ministre de l'Économie et des Finances, mais qui a pris de l'envergure avec la coopération et qui depuis lors donne un autre visage, disons, à ce que nous connaissions avant comme affaires étrangères et coopération. On a quitté cette forme de coopération, disons de confort, pour aller à une sorte de coopération agressive, disons, commerciale, où le pays tente de gagner dans les pistes sur lesquelles il pense se positionner. C'est bon pour notre pays. C'est bon de continuer avec quelqu'un qui a vu faire. Parce que le profil, oui, mais les aptitudes me paraissent meilleures. Il est économiste, il est financier, il est juriste, il est géographe. Ça, c'est un fait. Mais il a participé 10 années durant à la remise en place de l'État au Bénin. La remise en place de l'État à travers les agrégats, que ce soit au niveau économique, au niveau de la coopération. Donc, il sait où il faut aller chercher l'argent. Il sait comment il faut rembourser ce qu'on a cherché. Il sait comment on peut racheter ce qu'on a appris avec beaucoup de taux d'intérêt pour alléger le service de dette. Il sait vraiment comment négocier. Et maintenant, il a le soutien de celui qu'il appelle son mentor, qui est le chef de l'État sortant. Et donc, lorsque vous avez tout ça autour de vous, vous ne pouvez que être le premier de tous. C'est un peu ça, l'élu du groupe. Il y a d'autres qui peuvent être éligibles. Mais vous avez de l'avance. Donc, pour moi, il est bien outillé pour faire son job. Après le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, le candidat Romuald Wardani a poursuivi sa tournée le jeudi 4 septembre dernier en mettant le cap sur le parti Mouel Bénin. Avec les membres, ils ont abordé plusieurs points, la substance de leurs échanges avec Jacques Ayadi, président du parti. Dès le départ, nous savions que cette candidature était la nôtre. On a dit jeune pour jeune. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, et grâce au président Patrice Talon, il y a un jeune qui est en pole position pour devenir le président de la République du Bénin à partir de mai 2026. Félicitations à vous. Je ne voudrais pas exagérer, sinon je suis très fier de vous. Parce que même dans nos diversités, on avance. Ceux qui regardent ces images-là ont pensé que tout se passait comme dans un fleuve tranquille. C'est pas vrai, les débats sont houleux, des fois des mésententes, mais c'est pour la bonne cause. Donc rendez-vous demain. Comme je l'ai dit dans une intervention avant cette séance, j'avais dit que j'étais confiant que vous n'allez pas avoir un avis contraire au mien. Vous m'avez sauvé. Parce que c'est ça ce que j'ai promis au ministre Romuald Wardani, que je n'ai pas de doute, que dans notre cohérence au niveau de Mouel Bénin, nous ne pouvons pas avoir dit quelque chose et nous dédire. Parce que la seule vérification qui était nécessaire à notre niveau, c'est de savoir que le candidat a été désigné par le président Patrice Talon. Et nous avons la preuve.
Et par conséquent, c'est sans grande surprise que vous avez accepté que nous tous, comme un seul homme, nous allions défendre cette candidature devant le congrès extraordinaire de notre parti. Et je n'ai pas de doute non plus que ce congrès va accepter pour valider cette candidature. Après près de 8 mois de suspension, l'ex-ministre Samou Seydou Adambi a été réintégré dans les instances dirigeantes du parti Bloc républicain, selon le communiqué final de la deuxième session extraordinaire du bureau exécutif national du BR, signé par le vice-président du parti chargé de la communication et de l'information. L'ex-ministre et 2 autres cadres du parti ont été réintégrés à leur poste au sein de cette formation de la mouvance. Suivons ces propos dans cet élément que nous proposent nos confrères de Bénin Passion. Visiblement ému de retrouver ses camarades de parti après 8 mois de sanction, a livré ses premières impressions. Il a exprimé sa satisfaction et a salué le chef de l'État Patrice Talon pour son implication personnelle dans le règlement de cette situation. Comme je vous le disais tantôt, je fais ma rentrée aujourd'hui qui coïncide bizarrement avec l'arrivée du ministre d'État candidat au siège du parti. Et ça fait 8 mois que moi-même j'ai été suspendu. Avec le temps, les choses sont entrées dans l'ordre. Le parti s'est réuni et a jugé maintenant qu'il faut que je revienne donc reprendre ma position au sein du parti, ce qui est fait. Je rends grâce donc à Allah, le Tout-Puissant, qui m'a gardé en vie, en bonne santé, et à tous ceux qui m'ont soutenu dans le temps. Et je ne vais pas mettre à citer les noms ici, au bureau exécutif national du parti, qui a entériné la décision du secrétaire exécutif, au président du parti, au chef de l'État, qui a joué donc le rôle de père de la famille, afin que je puisse donc retrouver les responsabilités qui sont les miennes au sein du parti pour continuer par jouer le rôle qui est le mien également dans la mobilisation de nos concitoyens et pour le développement de notre pays. Pas eu de parenthèse, c'est un passage forcé. C'est écrit dans le destin et je l'ai accompli. Le reste, le meilleur reste à venir. Parlons toujours politique nationale. La Foscoré.Bénin émergent a rencontré la direction de l'Union progressiste Le Renouveau le vendredi 5 septembre dernier. L'objectif était la préparation des élections générales de 2026. Le point de leurs échanges dans ce reportage signé USAE Télévision. FCB est un parti qui est opposé à un régime. FCB n'est pas un parti qui est opposé à un autre parti politique. Se donner la main pour faire face aux enjeux des élections générales de 2026. C'est dans cette optique que la Foscoré.Bénin émergent a rencontré la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Ces discussions ont permis de jeter les bases d'un partenariat. Nous sommes très satisfaits de cet entretien et on peut retenir que ce parti, bien que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, de la même tendance, ce parti a accepté la main que nous avons tendue et est prêt à nous accompagner dans notre vision, dans notre démarche de participer aux élections qui arrivent. Et donc, nous nous sommes entendus sur un minimum, n'est-ce pas, d'activités à mener dans les prochains jours, notamment la mise en place d'un comité qui va aboutir, n'est-ce pas, à la conclusion d'un accord de gouvernance. D'obédience différente, les deux partis politiques se réunissent dans le cadre de la législation en vigueur au Bénin. La signature de ces accords ne signifie pas que l'Union progressiste Le Renouveau va absorber l'FCB. Pas du tout, parce que nous sommes deux partis distincts. Les FCB sont des partis inscrits dans l'opposition. Nous les respectons pour cela, pour leur position, n'ont pas la même vue par rapport au régime actuel que nous soutenons. Mais nous pensons qu'ils sont un parti républicain parce que leurs critiques sont des critiques constructives. Et les partis qui ont l'esprit républicain ne pourront pas avoir peur de signer d'accords de coalition parlementaire ou de gouvernance avec ces partis-là. Après la rencontre de ce jour, avec l'Union progressiste Le Renouveau, la Foscoré.Bénin émergent va rééditer l'exercice avec d'autres partis. Le pays n'étant pas le seul parti que nous avons sollicité, il va falloir également que dans les prochains jours, la FCB rentre en contact également avec le bloc républicain, afin également d'échanger pour voir quelle est leur vision par rapport à la proposition que nous allons leur faire. Et ensemble, je crois que les trois partis vont se retrouver rapidement pour voir dans quelles conditions ils pourront, n'est-ce pas, signer des accords, notamment un accord, n'est-ce pas, parlementaire, mais également un accord de gouvernance. Et c'est le lieu de préciser que nous restons un parti de l'opposition jusqu'à nouvel ordre.
Pour les membres de l'Union progressiste Le Renouveau, la porte reste ouverte pour des discussions avec d'autres partis politiques. L'Union progressiste Le Renouveau est un parti ouvert qui peut dialoguer donc, avec tous les partis politiques étant donné que nous avons reçu le mandat. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche et les FCBE sont le premier parti politique que nous recevons aujourd'hui. Nous sommes déjà en partenariat avec le Bloc républicain qui est un partenaire naturel. Nous continuerons donc nos discussions avec le Bloc républicain qui est parti de la mouvance présidentielle et ces rencontres n'excluent pas que nous aboutissions très prochainement à la conclusion d'accords de coalition parlementaire et d'accords de gouvernance avec les FCBE, mais aussi prioritairement avec le Bloc républicain et avec d'autres partis politiques de la scène politique, pourquoi pas. Une rencontre entre les deux partis qui intervient quelques jours après la désignation de Romuald Wardani comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection d'avril 2026. Le retrait des formulaires de parrainage en vue de la présidentielle de 2026 au Bénin suit son cours. Ce samedi 6 septembre, les maires des communes d'Abomey, de Zungbo-Domé et d'Agban-Izon ont retiré leurs formulaires. Ils ont été précédés du député Théophile Mpo Nata. Après le retrait, il s'exprime au micro d'une équipe de Esaü Télévision. J'ai le formulaire qui me permettra d'agir conformément aux dispositions prises par les partis politiques afin de parrainer les candidats futurs. La suite, après avoir retiré, je m'en référerai aux partis politiques afin d'avoir des directives nécessaires de ce que je devrais faire. C'est une démarche de discipline. Je fais partie d'un parti politique et le système partisan veut que toutes les directives du parti soient exécutées par les membres du parti. Avec les réformes mises en œuvre, nous avons constaté un changement positif dans l'organisation de tout et surtout des élections en vue. C'est ce qui a exigé notre venue ici pour le retrait de notre fiche de parrainage, pour rester discipliné et encourager le processus. Je tiens à remercier le président de la Sénat et toute l'équipe de la Sénat parce que vraiment il y a eu des changements positifs. L'année passée on était venu, c'est pas comme ça qu'on a été reçu. Cette année, l'accueil est vraiment chaleureux et la fiche a été délivrée avec une grande technicité. Si j'ai à encourager la Sénat avec toute son équipe, c'est de rester dans cette dynamique pour que la génération actuelle et celle future restent dans la même dynamique pour avoir plus vite faire évoluer les choses, pas comme dans un passé honteux. Je dois remercier d'abord l'État. L'État à travers les lois qui sont prises pour l'organisation des élections. Et quand on est arrivé à la Sénat, je crois que tout s'est très bien passé. Les gens nous ont très bien reçus et cela a été fait en quelques minutes. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la ville de Niki dans le nord-est du Bénin a vibré au rythme de la Gani, édition 2025 ce week-end. Les festivités ont été lancées le vendredi 5 septembre dernier avec un programme riche mêlant tradition, rituels et festivités modernes. Des détails avec la STRB dans cet élément. Ce tonnerre d'applaudissements salue la sortie du roi de Niki. Sa Majesté Serotoro Tukosari entame ainsi son parcours rituel de 7 sites, pèlerinage sacré en mémoire des ancêtres qui retient le souffle de toute sa communauté. À son retour, sain et sauf, le souverain est porté en triomphe par ses sujets avant de se retirer dans sa case royale.
l'ambiance se poursuit avec l'hymne national entonné en bâtonneau, suivi de la grande cavalcade. La Gani 2025 s'impose ainsi comme une réussite totale où le Baroutem rend hommage à son roi et à ses traditions. La ville de Niki a été le carrefour d'un rendez-vous culturel et unique. La première célébration de la Gani dans le tout nouveau palais royal et son arène majestueuse. Cavaliers, dignitaires et population se sont retrouvés pour rendre hommage à cette tradition, symbole d'unité et de la continuité culturelle. Présentes sur les lieux, les autorités et personnalités ont apprécié le nouveau cadre. Suivons ensemble leurs impressions au micro d'une équipe de Zaï TV Parakou. Vous avez pu constater que le palais est très beau. Vous avez pu constater également qu'il y a certainement des insuffisances. Et c'est surtout pour ça que nous sommes là cette année. Mais nous avons vu que le public était venu massivement. Nous avons vu que les gens ont apprécié ce nouveau palais, ce nouvel écrin. Et le gouvernement va en tirer plusieurs conséquences pour pouvoir mettre en place un protocole qui servira, quel que soit le responsable qui sera au niveau du ministère de la Culture, que ce soit moi, vous ou un autre. Ce protocole va être un protocole définitif pour pouvoir améliorer et pour pouvoir valoriser ce patrimoine unique que nous avons ici à Niki et plus généralement dans le Baroutem. Aujourd'hui, nous avons été dans un confort plus important par rapport aux autres éditions grâce à ce palais majestueux, à cette arène très inspirante. Et nous avons vu les participants, aussi bien les cavaliers que les spectateurs qui sont venus de partout. Personne ne voulait se faire compter l'événement. On les a vus heureux et moi j'ai entendu beaucoup d'appréciation positive, beaucoup de fierté, beaucoup de remerciements à l'égard du chef de l'État et du gouvernement, de son gouvernement, et bien sûr une liesse communautaire et populaire. Donc c'est une très belle édition que nous avons eue là et on ne peut que souhaiter que les prochaines soient encore plus belles. J'ai participé à plusieurs fêtes de la Gani, mais je crois que celle-ci est vraiment particulière. Elle est particulière de par la qualité des infrastructures. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le visiter, mais bon, je vois quelque chose. Voilà, c'est bien. Bravo à ceux qui ont fait le travail. Voilà. Je pense qu'ils ont fait leur devoir. Il était temps que ce peuple soit récompensé pour la place qu'il a dans notre communauté. Il serait injuste de ne pas saluer la vision d'un homme d'État, d'un homme de culture, qui est le président Patrice Talon, qui a su investir ce joyau, qui vient de valoriser, et comment dirais-je, la tradition Boé Bâton, qui vient de restaurer l'autorité de l'empereur. Parce que prochainement aujourd'hui, on sent que Niki est dirigé par un empereur à travers cette réalisation. C'est du jamais vu. C'est de l'apothéose, c'est du jamais vu. Et c'est pour cette raison que nous devons garder le cap. La dynamique doit continuer. Dans un autre registre à présent, les membres du gouvernement se sont réunis le 3 septembre dernier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises au titre des mesures normatives, en outre l'interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des pêches, la réglementation dans l'agglomération du Grand Nokoué de la circulation des véhicules lourds de transport, des précisions sur l'ensemble des décisions prises au cours de ce conclave hebdomadaire des membres du gouvernement avec Wilfrid Liam-Hongwedi. À l'issue de la séance, les décisions que voici ont été actées. S'agissant des mesures normatives, en point 1, interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des pêches. La mise en œuvre croissante du programme de modernisation des infrastructures urbaines dans plusieurs villes du pays, notamment celle du Grand Nokoué, appelle un encadrement des aménagements, particulièrement des constructions situées sur certains axes stratégiques tels que la route des pêches,
dont la vocation touristique s'affirme de plus en plus. Afin de préserver cet atout, dans le contexte où cette zone bénéficie actuellement d'importants investissements de diverses natures, il conviendrait d'y interdire l'édification de constructions en matériaux précaires. Le présent décret est donc pris à cette fin. Aussi, les propriétaires, présumés propriétaires et détenteurs de parcelles abritant de telles constructions sont-ils invités à procéder à leur démantèlement au plus tard le 31 décembre 2025. À cet effet, pour ceux d'entre eux ne justifiant pas de la capacité de recouvrer leur logement du fait de cette démolition, il a été décidé qu'un appui soit apporté à leur réinstallation. En point 2, réglementation dans l'agglomération du Grand Nokoué de la circulation des véhicules lourds de transport. La circulation des véhicules de transport poids lourds ou gros porteurs constitue une source de désagrément pour le voisinage immédiat à cause de nuisances sonores, de pollution atmosphérique due à l'état défectueux de ceux-ci, de perturbation de la mobilité des usagers de la route avec des risques d'accidents parfois graves, etc. À cela s'ajoutent les stationnements anarchiques, la destruction des feux tricolores et d'autres équipements de sécurité routière, la dégradation en situation de panne de la chaussée occasionnée par des écoulements de fluides et lubrifiants. En raison de ce que la réparation et la réhabilitation des routes dégradées nécessitent d'importantes ressources financières et tenant compte du programme de modernisation des infrastructures urbaines qui se développe dans les villes du Grand Nokoué, il devient impératif de mettre en place un système d'exploitation et de gestion efficace des systèmes de transport routier afin d'assurer la durabilité et la rentabilité du réseau. C'est pourquoi le présent décret réglemente dans cette agglomération la circulation des véhicules lourds de transport de marchandises. Dès son adoption, il sera accordé aux acteurs concernés un moratoire de 3 mois pour s'y conformer afin qu'à compter du 1er janvier 2026, ces dispositions entrent effectivement en vigueur. Au titre des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société des aéroports du Bénin, mise en place de cadres de concertation et de facilitation de l'exécution des projets et programmes nationaux dans les communes, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle et nomination de ses membres. Réunis en séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto-Novo sous convocation du président Louis Gbagbo-Vlavonu le 1er septembre dernier, ceci dans le cadre de la deuxième session extraordinaire de l'année 2025, les députés de la 9e législature présents et représentés ont adopté à l'unanimité le budget de l'institution parlementaire au titre de l'année 2026. Le compte rendu de la séance avec nos confrères de la télévision Hémicycle. Le quorum est largement atteint. Alors, je déclare la deuxième session extraordinaire de l'année 2025 ouverte. Une session extraordinaire, parenthèse ouverte au Palais des gouverneurs pour anticiper et préparer une nouvelle législature opérationnelle dès son installation en 2026. Ce soir, les députés de la 9e législature ont sur leur table le projet du budget de l'Assemblée nationale gestion 2026. Le projet de budget gestion 2026 s'élève à 33 085 700 909 francs CFA contre 29 318 497 486 francs CFA en 2025, soit une augmentation de 3 767 203 423 francs CFA correspondant à un taux d'accroissement de 12,85%. En tenant compte des grandes dépenses liées à la nouvelle législature qui s'installe en février 2026 et se décompose en grande masse ainsi qu'il suit. Nous avons les constructions, aménagements et grosses réparations. En réalité, ça ne concerne que la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale.
Le rapport qui a mis en lumière les réussites et les défis de la gestion actuelle. Une rétrospection pour mieux orienter les discussions sur le budget 2026 en insistant sur l'optimisation des ressources et le renforcement des moyens de contrôle parlementaire. Pour les 2 tiers de l'année budgétaire, l'institution parlementaire est à un taux d'engagement des dépenses légèrement inférieur à la moitié de son budget. Les dépenses liées au remboursement de prêts annuels dans le cadre de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale n'ayant pas été engagées jusqu'à ce jour, ce taux se justifie aisément. Les prévisions pour la gestion 2026 ont été faites en tenant compte des niveaux de consommation des crédits sur les différentes lignes et des projections de dépenses à fin 2025. Après des heures de discussion, de réajustement technique et des croisements des données entre l'exécution du budget 2025 et le projet, il a été adopté à l'unanimité des députés de la 9e législature. Pour le projet de budget tel qu'amendé, qui sont ceux qui sont pour? Merci. Contre, 0. Procuration contre, 0. Abstention, 0. Procuration, abstention, 0. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du lundi 1er septembre 2025 la résolution numéro 2025-03 portant budget de l'Assemblée nationale gestion 2026 arrêté à 33 85 700 909 francs CFA à l'unanimité des députés présents et représentés. Au cours de cette même séance plénière, les parlementaires ont procédé à la mise en conformité de la résolution numéro 2025-2 du 8 juillet 2025 portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale afin d'harmoniser le règlement avec les dispositions constitutionnelles. La mairie de Cotonou a continué son action de distribution de kits scolaires dans la municipalité. Le mercredi 3 septembre dernier, la délégation a mis le cap sur les 7e et 9e arrondissements. Plus de détails avec une équipe de la rédaction de Zaï TV dans cet élément. La mairie de Cotonou continue ses actions d'aide humanitaire à l'endroit des enfants démunis dans le cadre de la rentrée 2025-2026. Ce mercredi, le 7e et le 9e arrondissement ont accueilli la délégation de la municipalité qui a procédé à la distribution de kits scolaires. Nous recevons déjà assez de demandes. Nos demandes ont été acceptées par le maire de Cotonou. Je voudrais remercier la mairie de Cotonou, en sa tête le maire Luc Atropo, qui a quand même voulu nous accompagner, nous, chefs d'arrondissement, pour aider les parents d'élèves à les décharger un peu de tout ce qu'il y a comme scolarité et autres là. On a pu participer aux kits scolaires. Je suis très très heureuse. Il reste un petit reliquat pour lequel nous allons gérer dès vendredi pour que ceux qui n'ont pas pu se présenter, qui ont donné nos services là, puissent être servis après. De manière générale, nous pouvons dire que l'opération a réussi et nous profitons de l'occasion pour remercier donc le maire de Cotonou, M. Lucien Diatropo. Pour cet exercice, quelques critères ont permis d'identifier les bénéficiaires. Il y avait plusieurs enfants, plusieurs parents qui venaient solliciter l'appui des GUPS. Donc à travers cette opportunité, on a pu identifier les plus vulnérables et à qui on a commencé cette distribution depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui et nous allons finir le vendredi. Une action qui constitue un coup de pouce aux parents qui remercient Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou et son équipe. Aduna Kodeni, Jidona Yeton, mais c'est un dia. Tamitonare, au village Tanare, et Nare Pouke, Manawi and yet Tepe. Mais not when Mina Leon, Menio, and I call the travel. Mure one million, a viving meeting. Vice via Tonwe, Memeroposin, Koi, you didn't remember the Meropoe and Andeme, Wonka Dokuni, Ado Viaton. Kagwala ndo kwepo kweso anvaka ndo de po. Raison ni wa ma ona na egbeji do. Seton dile
Toutefois, la municipalité de Cotonou réserve d'autres actions aux enfants dans le but de soutenir l'année académique 2025-2026. Incessamment, nous allons distribuer également aux écoles maternelles, primaires et secondaires les mobiliers scolaires pour pouvoir quand même accompagner la rentrée. Et après ça, nous aurons les travaux dirigés gratuits que la mairie a l'habitude d'offrir aux candidats aux examens académiques. Démarré lundi dernier, cette opération a pour but de distribuer 200 kits scolaires pour chaque arrondissement de la ville de Cotonou. Restons toujours dans le même registre. Environ 500 enfants ont bénéficié de kits scolaires offerts par Fawziat Anhike Raimi et ses équipes. Une initiative visant à faciliter la rentrée scolaire des enfants venus de divers arrondissements, organisations, ainsi que les lauréats de la dictée de la marraine. Esaïe TV pour le film. Atika, tika, tika. Atika, tika, tika. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes, et ici, l'espoir prend la forme des cahiers, de stylos et de sacs à dos. À Porto Novo ce samedi, environ 500 enfants ont reçu des kits scolaires offerts par Fawziat Anhike Raimi et ses équipes. Je suis très émue parce que c'était un challenge que je me suis lancé. Je ne pensais pas y arriver. Habituellement, je faisais 250 kits. Mais cette année, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à faire 500 kits. Je profite de cette occasion pour dire encore un grand merci à ceux qui ont cru à cette initiative. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, la ministre, Madame Adidja Toumatis, l'honorable Sophia Chanou, Madame Baba Moussa Onifade Sophia, tous ceux qui de loin ou de près m'ont soutenu pour que cet événement soit ce que nous constatons aujourd'hui. Et je ne saurais finir sans remercier mes parents. Un geste qui va au-delà d'un simple matériel. Il symbolise l'égalité des chances. Une idée que partage également le parrain de cet événement. L'avenir des enfants est important pour la marraine. C'est ça qui m'a amené ici à venir la soutenir. J'ai appris qu'elle fait ça depuis plusieurs années. Et cette année encore, ça a été encore un peu plus exceptionnel. Je suis venu la féliciter et l'encourager pour qu'elle puisse poursuivre. C'est une très bonne chose. En tant que mère, elle sait l'importance de l'enfant et puis l'avenir des enfants. Donc c'est surtout ça. J'ai été content de voir autant d'enfants réunis pour recevoir le kit scolaire. La cérémonie de remise de kits scolaires de cette année a réuni des lauréats de la dictée de la marraine ainsi que des enfants venus de différents arrondissements et organisations. 11 ans après la première édition, et l'initiatrice bénéficie toujours de l'accompagnement de ses divers partenaires qui épousent sa vision. Nous sommes derrière ces genres d'activités qui mobilisent autour de la vision du bloc républicain. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui nous permet de voir qu'au bloc républicain, l'excellence est la chose la mieux partagée. La remise de kits scolaires de ce jour s'inscrit dans une démarche sociale qui vise à offrir aux enfants l'opportunité de démarrer la nouvelle rentrée dans de meilleures conditions. Cette activité, c'est vrai, nous sommes à la veille des joutes électorales, mais quand vous entendez 11 ans, alors que je n'ai que 5 ans en politique, vous devez quand même comprendre que ce n'est pas une activité politique, elle est purement sociale. Mais je ne cache pas mon appartenance aux couleurs vert, le parti du cheval blanc cabré, le bloc républicain. Je suis fière d'être membre du bloc républicain et ensemble, nous ne prônons que ça, l'excellence. L'excellence est toujours l'excellence. À travers cette initiative, Fawziat Anhike Raimi réaffirme son engagement à soutenir l'éducation des enfants, un investissement sur l'avenir et un appel à soutenir la jeunesse. Parlons campagne de salubrité à présent dans cette édition. Fidèle à la vision annuelle du Lions Club International, le Lions Club Cotonou La Boussole a organisé une journée de sensibilisation sur la gestion des déchets et poubelles au marché d'Antokpa le 4 septembre dernier. Cette œuvre a été réalisée en collaboration avec d'autres clubs, Lyon et Léo. Esaïe TV pour le reportage.
Campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets et l'utilisation des poubelles dans le marché d'Antokpa. Le Lions Club Cotonou La Boussole et ses partenaires, accompagnés du commissaire de Dantokpa et des agents de la société de gestion des déchets solides, ont effectué une descente dans le marché. Un seul objectif, éduquer sur les bonnes pratiques d'hygiène qui sont vitales pour une santé saine. Vous n'êtes pas sans savoir que là où il y a des activités humaines, il y a une forte production de déchets. Des déchets de diverses sortes. Et il se pose un problème de collecte et de gestion de ces déchets-là. Et le marché d'Antokpa est un lieu à forte concentration humaine, ce qui implique une forte production de déchets. Dans ce cadre, nous avons estimé qu'il fallait venir faire des actions de sensibilisation en direction des usagers du marché d'Antokpa pour une meilleure gestion des déchets. Cette année, les axes stratégiques sur lesquels le Lions Club International agit, c'est l'environnement et la jeunesse. Il y a aussi d'autres causes que nous soutenons, la santé, la faim, la malnutrition, les maladies mentales. Mais nous avons choisi de faire une œuvre aujourd'hui sur l'environnement. Ce moment a permis aux usagers de dénoncer plusieurs faits qui entachent la gestion des déchets et poubelles dans le marché. À cela, le commissaire de Dantokpa a donné des consignes pour la régularisation. Le Lions Club Cotonou La Boussole, constatant les insuffisances, a promis revenir dans le marché pour une autre action. Nous venons de constater à notre niveau qu'il y a une faible densité de poubelles. Parce que si les gens doivent faire des centaines de mètres avec des déchets avant de les mettre dans des poubelles prévues à cet effet, ça va être aussi un peu difficile. Donc, nous allons revenir faire d'autres sensibilisations. Nous allons essayer de faire appel à nos partenaires, aux donateurs, pour pouvoir confectionner des poubelles peut-être, ou en offrir, multiplier les points de collecte des déchets. Et ça, nous allons solliciter la SGDS et les divers partenaires pour pouvoir réaliser cela. Fidèle à sa devise, le Lions Club Cotonou La Boussole, par cet acte, réaffirme son engagement d'œuvrer pour le bien-être de la communauté. Dernière information pour boucler cette édition, les fidèles de l'Union des Églises évangéliques du Bénin et de la communauté Nago de Parakou du Parti Les Démocrates ont tenu une messe d'action de grâce à l'endroit du président Thomas Boniaï et prié pour les autorités béninoises. Un culte qui a rassemblé les Paraquois pour prier en vue des élections générales de 2026. Une équipe de ZAU TV Parakou pour le compte rendu. Ils ont rendu gloire au Seigneur pour la vie de son serviteur, le président Dr Thomas Boniaï, mais aussi élevé des prières ferventes en faveur des autorités et intercédé en faveur de la paix dans le cadre des élections générales de 2026. Les fidèles de l'Union des Églises évangéliques du Bénin, venus des 4 coins de Parakou et environ, ont offert un culte spécial d'action de grâce au Seigneur dans le temple 6 au quartier Gare. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un culte d'action de grâce à l'intention de son Excellence, le président Thomas Boniaï, à nos honorables députés, pour la nation béninoise tout entière et pour la paix dans notre pays. Dans une atmosphère de recueillement et de chant d'adoration, les fidèles ont exprimé leur gratitude à Dieu pour le souffle de vie accordé à l'ancien chef de l'État. Le message du jour a rappelé l'importance de l'unité, de l'humilité et du service dans l'exercice du pouvoir, soulignant que les dirigeants ne sont que des instruments entre les mains du Seigneur. Comme vous le savez, il est membre de notre communauté. Et il y a un groupe qui s'est présenté qu'on a appelé Compagnons de Daniel. Ce groupe est né depuis 2004 pour le soutenir lors des élections de 2006, donc avant les élections, pendant et après les élections. Alors, depuis qu'il a quitté le pouvoir, nous on est toujours là en train de le soutenir en tant que chrétiens et prier pour lui parce que nous avons une seule force, c'est la prière. C'est notre devoir, nous les chrétiens, de le faire. Nous sommes des artisans de la paix et qu'il faut organiser ce genre de prière pour soutenir le pays dans la paix. Vu ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région et aussi le plan international, nous ne voudrons pas que cela arrive dans notre pays.
Nous voudrons que le Bénin gagne toujours la paix. Les élections, en son temps, c'est la fête. Et je crois que par la grâce de Dieu, avec tout ce que nous avons entendu de la part de notre Père Céleste, franchement, les choses iront très bien par la main puissante de Dieu. Puisque c'est Dieu qui choisit l'autorité. Le moment venu, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va donner son dernier mot. Au-delà de la reconnaissance, l'Assemblée a consacré un temps particulier à la prière pour les échéances électorales à venir. Les intercesseurs ont imploré Dieu afin que les scrutins se déroulent dans la paix, la transparence et la fraternité, loin de toute violence. Les fidèles ont insisté sur la nécessité pour les acteurs politiques de placer l'intérêt du peuple au-dessus de leurs ambitions personnelles. Le Bénin est un pays exemplaire de la démocratie dans le monde entier. Donc nous sommes face à une élection générale. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous mobilisons pour prier notre Seigneur et que le Seigneur bénisse ce pays, que le Seigneur garde ce pays et que l'union des fils de ce pays, femmes, garçons, vieillards, que nous soyons tous soudés pour faire avancer notre pays. Le mot phare, c'est la paix. Nous voulons la paix dans ce pays parce que rien ne peut se faire sans la paix. Le développement ne peut se faire sans la paix. Et quand il n'y a même pas la paix, vous ne pouvez même pas réfléchir au développement. Imaginez des gens qui sont en situation de crise. Les Somaliens en leur temps, la situation de guerre dans laquelle ils s'étaient retrouvés, les gens ne pouvaient même pas penser à produire. Les chrétiens que nous sommes, nous devons faire de la politique. Parce que c'est la gestion de la cité, la politique. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons compris cela et nous sommes engagés dans la vie politique. Pas pour l'escroquerie, mais pour le développement et la gloire de Dieu. Parce que quand on parle de politique, c'est la gestion d'une cité, d'un pays où il y a la paix, où Dieu prône la paix. Un pays divisé, c'est un pays qui n'avance pas. Un pays dans les conflits internes, religieux ou politiques, ce pays ne peut jamais se développer. C'est pourquoi nous les chrétiens, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos églises, nous invitons nous tous à prier pour que Dieu s'installe la paix pour ce pays. À la fin du culte, plusieurs participants ont confié être édifiés et rassurés. Ainsi, le culte à l'Union des églises évangéliques du Bénin s'est achevé dans une ambiance d'espérance et de confiance en l'avenir du Bénin. Chacun repartant avec la certitude que la prière reste une âme puissante pour la stabilité et le développement du pays. Voilà, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.